Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des Nouveaux Rentiers. Alors aujourd'hui, on va parler immobilier, mais pas avec n'importe qui. J'ai rencontré Sophie sur un yacht. On s'est rencontrés sur un yacht il y a 2 ans. Du coup, on peut se la péter un peu par rapport à ça. C'était en Égypte, cadre de rêve. On faisait du kitesurf et entre deux sessions de kitesurf, on parlait immobilier, entrepreneuriat, etc. Et à l'époque, on s'est dit qu'on allait partager ton histoire sur mon podcast et on se retrouve du coup 2 ans après, enfin pour enregistrer ce podcast. Donc, je t'ai fait un petit teasing de Sophie. Pour moi, c'est la définition entre la débrouille, parce qu'elle fait beaucoup de choses par elle-même, et l'ambition, parce que tu es vraiment en train, pour moi, de créer un gros patrimoine immobilier. Si je ne m'abuse, tu as commencé avec du Airbnb, aussi un peu de co-living. Tu fais beaucoup de travaux par toi-même. Donc pour ça, vraiment respect total, parce que je sais à quel point c'est dur pour l'avoir fait aussi. Et aujourd'hui, tu as des nouveaux projets, donc on parlera un petit peu de tout ça, voir comment tu as construit ta liberté financière. Et voilà, c'est parti. Donc bonjour Sophie, bienvenue dans le podcast. Salut Florent, merci beaucoup pour l'invitation, même si elle date de 2 ans et on s'est enfin calé un moment. Ouais, c'était une histoire Donc de je suis ravie. synchronicité d'agenda, mais en plus, tu as fait beaucoup plus de projets depuis, donc ça va être encore plus intéressant. Voilà, j'ai plus de matière du coup. Euh, du coup, ça serait quoi en quelques mots vraiment ton histoire et pourquoi l'immobilier en fait, tout simplement? D'accord, bon, c'est une question difficile quand même, mais je vais essayer Ouais. d'être succincte. Donc moi, en fait, j'ai tâtonné quand j'étais jeune parce que je viens d'une famille d'agriculteurs en Charente. Et voilà, dans la famille, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait des études et tout. Donc moi, je voulais juste j'imaginais juste une vie un petit peu plus facile et plus d'argent et plus de vacances que mes parents. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse les choses le mieux possible, travailler le mieux possible à l'école. Et de fil en aiguille, j'ai fait un DUT, après une licence pro. Et après, j'ai été faire une école de commerce. Et ensuite, après mon école de commerce, en fait, j'imaginais vraiment travailler à Paris en tailleur dans des bureaux. J'imaginais vraiment que c'était la meilleure vie que je pouvais m'offrir. Hmm. Donc, fin de l'école de commerce, je monte à Paris, j'avais un super stage, je me donne à fond. Donc vraiment, là, j'étais rentrée dans une période de métro boulot dodo, vraiment comme on l'imagine, une vie parisienne à 200 à l'heure. Ouais. Et du coup, après mon stage, j'ai eu un super poste dans un cabinet de conseil où j'ai tout donné également. Donc voilà, après, j'ai changé de boîte pour pouvoir évoluer plus vite. J'ai changé 2 fois. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, en fait, c'est quand j'ai fait mon premier voyage à l'étranger de 3 mois pour faire vraiment un break entre deux postes que j'ai pris conscience que j'étais partie dans un rythme infernal qui finalement ne me correspondait pas et je me voyais pas faire 40 ans ou 50 ans comme ça Hmm. de travail. Donc j'ai pris vraiment conscience qu'il fallait que je change quelque chose dans ma vie, mais je ne savais pas du tout quoi faire d'autre. Donc, bon, je suis rentrée, j'ai pris mon nouveau poste comme prévu, mais au bout de quelques mois, je m'étais vraiment retourné la tête pendant ce voyage. Donc, au bout de quelques mois, pendant la période d'essai, j'ai décidé de tout lâcher et pour repartir voyager, mais je ne savais absolument pas comment j'allais rebondir par la suite. Donc, je suis partie voyager, j'ai vécu ce que j'avais à vivre pendant presque 1 an de voyage. Et en rentrant, la seule chose que je savais, c'est que je voulais pas reprendre un poste comme avant. Je voulais même plus être salariée. Je voulais plus être à Paris. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'autres choses, d'autres façons de faire de l'argent. Et du coup, j'ai revu quelques personnes de mon école de commerce. Et il y en avait une, un ami donc, qui avait fait un blog voyage et qui fonctionnait très bien. Donc là, ça m'a vraiment débloqué des freins que j'avais. Et je me suis vraiment dit qu'il y a moyen de faire de l'argent autrement que d'être salarié. Sinon, Hmm. tout ça, ça me paraissait, moi, impossible avant. Mais du coup, ça m'a donné l'envie le courage de lancer quelque chose. Donc, j'ai fait aussi un site pour faire des trajectoires de voyage, genre 3 semaines dans un pays, 2 semaines dans une autre, et avec des étapes, etc. Donc, j'ai fait quelques mois en faisant ça, mais ça n'a rien donné. J'ai fait aussi après du dropshipping. Tu vois ce Hmm. que c'est?
Donc, Ouais, bah, boutique en ligne avec pas de stock, c'est directement le vendeur de Chine qui envoie à l'acheteur. Donc tu là, j'ai fait vendais un petit peu d'argent pendant tu quelques vendais quoi? mois. Eh ben, c'est délicat de dire parce que j'avais quelques problèmes de droit. Je vendais en Ah, fait bon, c'est pas grave, maintenant, je pense qu'il y a prescription. Je vendais des Yoshi ah en oui, mini Lego. Donc, il ouais, y avait le des problème problèmes de licence, ouais. de Ouais. licence de Nintendo et de Lego. Hmm. Donc, pas deux. Mais T'as bien fait d'arrêter du coup, c'est bien. ouais, ouais. Mais voilà, disons que pour la période de Noël, ça avait bien fonctionné. Et à cette même période, moi, en fait, quand je suis montée à Paris, que j'ai eu mon premier CDI, j'avais acheté mon appartement à Issy-les-Moulineaux. Dès que Hmm. j'ai eu mon premier CDI, même pendant la période d'essai, enfin, juste, je me suis fait prévalider ma période d'essai pour pouvoir aller plus vite, parce que j'avais vraiment ça en tête depuis toujours. Moi, c'est que payer un loyer, c'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres. Donc, dès que j'ai eu mon premier CDI, j'ai acheté. J'ai très mal acheté. J'ai acheté déjà tout refait et vraiment sans faire attention aux problématiques de la copro, etc. Donc, clairement, j'ai très mal acheté. Mais bon, je trouve que c'est mieux que ne rien faire parce que j'ai quand même capitalisé sur ce bien pendant 10 ans. Je l'ai vendu l'année dernière. Ah Donc, oui, en tu l'as fait, gardé depuis tout ça, longtemps. ouais, je l'ai gardé 10 ans. Tout ça Hmm. pour dire que j'avais quand même cette notion enfin, cette attirance. Je comprenais déjà le fait qu'on s'enrichissait avec le paiement d'un remboursement de crédit. Donc ça, après, j'ai compris par la suite qu'il y avait moyen de faire un cash flow, de faire un gain dès le début si on faisait de l'investissement immobilier. Et en fait, quand je suis revenue, je me suis reposée à Bordeaux, là où j'ai fait mes études. Et j'ai commencé à faire des visites de biens parce que là, en fait, ce qui m'a remis la puce à l'oreille sur l'immobilier, c'est qu'il y avait la LGV entre Paris et Bordeaux qui commençait à être en place. Et il y avait beaucoup de Parisiens qui descendaient, achetaient, etc. On parlait beaucoup d'immobilier à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, je ne ferais pas des visites. J'avais un petit capital de 50 000. Et du coup, voilà, j'ai fait des visites. J'ai acheté un studio en hypercentre à 140 et quelques mille. Donc, avec les frais de notaire, les frais d'agence, etc. Et après, j'ai rajouté un peu de 10 000 euros de travaux que j'ai fait moi-même. Donc, on Hmm. était autour de 170. Et du coup, là, j'ai fait les travaux moi-même. Et D'accord. là, j'ai vraiment pris goût à faire les travaux moi-même. Et cet appartement, j'ai mis directement en location courte durée. On était avant la mise en place de la loi de compensation à Bordeaux, juste avant l'année précédente. Donc, j'ai mis en location courte durée toute l'année. Et ce bien, il fait entre 2005 et 3003 par mois de chiffre d'affaires. Ah oui, Voilà. pas Donc, ce qui est mal. plutôt pas mal. Et donc, Pour ce quelle bien, je l'ai surface? remis pour 23 mètres carrés. Hmm. Et après, il a une petite mezzanine qui fait que c'est mieux qu'un studio, tu vois. Et le Parce que la fait que tu mezzanine. l'aies fait avant la loi, ça t'a permis de le garder, c'est ça? Alors, en fait, c'est que, comment t'expliquer? Par la suite, à la fin de cette année-là, il y a eu cette rumeur de cette loi qui allait être mise en place. Et du coup, on avait du coup une deadline nous disant qu'à partir de telle date, on pourra faire le changement de destination qu'avec Hmm. compensation. Et si on Hmm. faisait le changement de destination avant cette date, en prenant compte des 2 mois d'instruction, etc., on pouvait le faire toujours sans compensation. Donc, moi, j'ai été faire changement de destination de ce bien plus 2 autres que j'avais achetés dans l'année, vraiment au dernier moment. C'est-à-dire que les 2 autres appartements que j'ai achetés, j'étais sous compromis quand j'ai su que cette loi allait passer. Donc, il me restait vraiment très peu de temps. Genre, j'ai fait le dossier en décembre et la loi passait en fin février Et ou tu n'avais début même pas mars. signé l'acte de vente définitif? C'est ça, et j'avais pas mis de clause suspensive, donc ça voulait dire que Ah si je ouais. les avais pas, j'étais Ouais. foutue et je revendais à perte, ou alors c'était pas du tout rentable. Donc j'ai eu Hmm. 2 mois de stress quand même pour avoir les réponses. Tu Et m'étonnes.
Donc voilà, donc quand je les ai eus, c'était bon. Donc ces biens-là ont une destination commerciale, meublée de tourisme, qui me permet de les exploiter toute l'année en location courte durée. Petit rappel sur la loi de compensation, l'idée c'est que si tu achètes 23 mètres carrés pour du Airbnb, il faut que tu achètes 23 mètres carrés pour la location longue durée, c'est ça? Voilà, il faut que tu échanges soit avec quelqu'un, soit tu achètes la même surface Hmm. en commercial et tu le passes en habitation. Donc Hmm. c'est un peu. Et C'est du juste. coup, là, en fait, tu arrives à Bordeaux et tu arrives dans l'année de ton arrivée à Bordeaux à acheter directement 3 appartements, c'est ça? Je suis arrivée. Ouais, je suis arrivée de voyage, je crois que c'était septembre ou octobre, et j'ai acheté. Je faisais les visites en février d'après, et Hmm. j'ai fait les travaux en juin du studio. Ok. Et quand tu es arrivé, tu t'es dit donc création de cette ligne grande vitesse TGV entre Paris et Bordeaux, donc ça amène Bordeaux à 2 heures de Paris, et tu t'es dit, ouais, il y a un truc à faire par rapport à ça. Mais tu Ouais. t'avais déjà cet objectif quand tu as acheté de faire du Airbnb, ou tu cherchais un peu tu faisais des visites pour faire des visites, ou tu avais déjà un projet clair quand tu as Je n'avais commencé? pas vraiment de projet clair en fait. Je voulais acheter un. C'est quand je l'avais acheté, je me suis dit, mais attends, mais moi, quand je suis partie en voyage, justement, mon bien à Issy-les-Moulineaux, Paris. je le louais en location courte durée et ça fonctionnait très bien. Ça me payait mon voyage en fait. Donc, pourquoi pas à Bordeaux? Et c'est là que je me suis dit, mais oui, mais encore plus maintenant avec la LGV. Et voilà, il y a encore plus de touristes. Du Donc, coup, voilà. le technique, ça a été que ça marchait pour ta RP, et tu t'es dit, Ouais, bah, je vais essayer de reproduire le truc sur des petits apparts à Bordeaux, quoi. voilà, c'est ça. Et ouais, c'est comme ça que ça s'est fait. Après, en fait, à Incroyable. ce moment-là, il y avait vraiment pas de formateur, il n'y avait pas de stratégie de location courte durée comme on a maintenant. Donc, c'est vraiment venu de ma déduction que moi, quand je partais, ça fonctionnait. À Bordeaux, est-ce que ça a fonctionné? C'est quand même une beaucoup plus petite ville, mais je me disais, bon, peut-être, sûrement, il y a des voyageurs, etc. Mais j'avais quand même peur. Je me disais que c'était trop petit. Alors que maintenant, tu ne te dis pas du tout ça. Hmm. Mais à l'époque, j'avais quand même peur que j'avais pas assez de touristes là-bas. Parce que pour remettre la temporalité, c'était vers quelles années? Ça, c'était en 2018. Ouais, Donc, le 2018. studio, en 2017, il l'a acheté. Ok. Là, on a investi, t'as investi, moi, j'ai commencé en 2016, donc tu as investi. Et en 2018, justement, j'ai aussi acheté un immeuble qui était à la base en longue durée, et qu'au final, j'ai mis en Airbnb et qui cartonne depuis 6 ans en Airbnb. Mais quand je l'ai acheté, c'était vrai que en 2018, bon, c'était vraiment pas à la mode et personne n'en parlait. Et du coup, il fallait Ouais. tester le modèle. Il n'y avait pas de conciergerie vraiment non plus comme aujourd'hui. C'était vrai. Et tu faisais tout par toi-même, du coup? Ah ouais, ah bah, cette époque-là, je faisais les ménages, je faisais tout, hein. Même les entrées, je mettais même pas de boîte à clé, je faisais tout. L'accueil, le machin, les ménages. Enfin, c'était quand j'avais les 3 appartes à gérer et tout, j'avais tout le temps plein de linge étendu partout chez moi, H24 en fait, parce que Ouais. donc c'était ça tout le temps. Après, en termes de temps, ça prend pas beaucoup de temps au final. Un ménage, quand il y a rien de spécial, ça prend une demi-heure après. Mais c'est surtout que tu as des draps tout le temps partout. Donc Hmm. ça, ouais, au Donc, début, je faisais au tout, bout d'un hein, moment, tu en as un peu marre aussi et tu commences à te déléguer, quoi. c'est ça. Après, Ah, c'est très dur de trouver une personne de confiance qui fait bien le ménage et qui. Enfin, c'est très dur ça, hein. Maintenant, là, j'ai quelqu'un de confiance depuis 1 an et demi. J'ai pas changé depuis ouais, mais presque 2 ans. Et ça se passe plutôt bien. Donc, j'espère que ça va continuer. Mais j'ai fait pas mal d'essais avec plein de personnes. Ouais. ouais, bah, c'est un métier qui est. Alors, à part peut-être les conciergeries qui arrivent à. Moi, par exemple, j'ai une gestionnaire qui à la fois fait le ménage, mais aussi gère sa conciergerie. Donc, elle a un métier qui est du coup peut-être un peu plus stimulant que juste faire le ménage, et puis peut-être mieux Ouais. payé aussi, parce que c'est des métiers où tu n'es pas très bien payé. Et c'est quand même assez dur, quoi. Tout ce qui est ménage et tout. C'est Bah ce oui, qui c'est est ça. probablement le fait de trouver des bonnes personnes fiables dans le temps et qui font bien leur travail, quoi. Mm, c'est ça. Et comment tu as réussi à financer 3 studios en même temps alors que du coup tu bossais plus? Tu bossais plus?
Alors là, c'est ma banque qui m'a fait confiance. Sur le premier, le studio, c'est ma banque de toujours, familiale. Et mes parents sont portés caution sur celui-ci, le premier, D'accord. sur le crédit. Et après, les autres, non, j'ai constitué une société et voilà. Après, j'ai remis de l'apport. Et Et donc, tu as, c'était direct, t'as fait ton premier vraiment comme ça en nom propre, quoi, et direct, tu t'es mis en société, quoi. ouais, c'est ça. Et en Après, dès le SCI premier, j'ai mis en société après parce qu'après, sinon, en nom propre, ça fait beaucoup trop de. Enfin, c'est aussi beaucoup taxé en société, mais moi, vu que le but, c'est de capitaliser, ça n'avait pas de sens. Moi, j'ai pas besoin de dépenser beaucoup et le but, c'est de grossir. Donc, si je veux capitaliser pour avoir d'autres apports, pour faire d'autres investissements, il vaut mieux que ça soit en société. et société type SAS ou SCI? SAS, SAS. ouais. Ouais. Ok. Et tu as réussi à avoir des bonnes conditions de crédit en société? Ils demandent plus d'apports en société? Les temps sont peut-être moins longs aussi? Non, à l'époque, l'apport, c'était pareil. Je pouvais avoir. Au début, j'en ai mis, mais il y en a, ils m'ont demandé aucun apport. Et puis, par contre, les taux, c'est 1% de plus que les parts. Ouais. Ouais. Et le temps, moi, j'arrive toujours à avoir du 20 ans. Donc, souvent, on dit qu'en SAS, on n'a pas du 20 ans, on a du 15 maximum. Mais moi, j'ai eu 20 à chaque fois. Hmm. Voilà. Mais la différence, c'est le taux, 1% de plus quand même. Là, au dernier, j'ai eu 5,25, dernier bien que j'ai acheté. Ouais. Du coup, pour les calculs de renta, c'est pas la même chose, parce que ton crédit Ah ouais, derrière, ouais, c'est il est énorme. réduit. Après, bon, ce qui est cool, c'est que si demain la BCE se décide à baisser les taux, tu peux renégocier à la baisse tes crédits, Bah, non? pas vraiment, parce que justement, en professionnel, on a 10% d'IRA, d'indemnité de remboursement anticipé. Donc, on ne peut pas vraiment renégocier comme ça un taux. Ouais. Ouais, il cadre beaucoup plus le truc, quoi. Ouais. Et en termes d'apport, aujourd'hui, donc ça, c'était en 2018, donc c'est vrai qu'il y avait encore du 110%. Ouais. On arrivait encore à faire des trucs plus sympas à l'époque. Maintenant, sur des conditions bancaires, de ton expérience et tout, aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait se lancer, est-ce qu'il Mm. faut qu'il se lance en nom propre? Est-ce qu'il faut qu'il crée direct sa structure? T'en penses quoi, toi? Bah, après, tout dépend de la situation de chacun. Est-ce qu'ils ont des salaires, des gros salaires ou pas de base? Et puis, quel est l'objectif sur plus long terme? Si plus long terme, c'est de quitter son salariat, peut-être qu'il faut faire un bien en nom propre. Mais si il y a déjà des bons salaires en nom propre et qu'on ne veut pas quitter son job, je pense qu'il faut mieux monter une société directe. Je sais pas, Ouais, parce que après, tu c'est vraiment. seras moins taxé si tu encapsules tous tes biens dans Oui, la société. Tu verses des dividendes si tu as envie, et sinon, tu voilà. capitalises dans ta société, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, si tu gardes ton boulot, je sais pas, tu es dans la TMI à 30, bah, il vaut mieux encapsuler ça dans une société et pas se faire fiscaliser en plus sur le perso, quoi. Ouais. C'est intéressant parce que, en fait, moi, je te pose la question, pardon, parce que moi, j'ai tout en nom propre, en fait. Du coup, j'ai jamais encapsulé ça en société. Aujourd'hui, je le regrette parce que, du coup, en fait, à l'époque, ça m'a mis un frein pour mes projets IMO. C'est-à-dire que j'en avais fait 8. J'en avais fait 8 et la banque m'a mis un gros stop. Et en fait, j'avais pas, même en société, enfin, c'était hyper compliqué. Alors que peut-être que si j'avais démarré directement comme toi sur un projet en société, ou enfin sur un projet en nom propre, puis direct encapsulé dans des sociétés, peut-être que j'aurais pu aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Ouais, Donc, je pense que je c'est pense un que bon ça aide. conseil quand même aux gens à donner. C'est comment ils se voient un peu même si c'est toujours difficile d'imaginer ça, mais comment tu te vois dans 5, 10 ans? Est-ce que tu dois faire que de l'IMO, faire que des achats IMO, etc. Et du coup, tu peux quand même prendre les bonnes décisions dès le début, quoi. Bah, c'est vrai qu'au début, j'avais longuement hésité à rester tout en nom propre quand j'avais acheté les deux apparts en même temps. Et je m'étais dit, après, j'avais presque regretté en me disant, oui, mais c'est quand même dommage parce qu'on a un abattement pour les logements courte durée qui sont classés de 72%. Et c'est quand même dommage parce que moi, en société, je n'ai pas cet avantage, etc. Parce que je paye l'IS, etc. Mais au final, Hmm. maintenant, vu tout ce qui se passe et tout ce qui se met en place, et je pense clairement que maintenant, moi, enfin, ils ne calculent plus du tout les taux d'endettement pour moi. Et le fait que ça soit en SAS, ils regardent les bilans et Hmm. la globalité de mon patrimoine. Mais
En gros, le fait que ça soit vraiment une activité commerciale et avec une structure SAS, je pense que ça aide à voir les choses de façon pro et je pense que ça facilite l'obtention des prêts. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sur le long terme, je pense que c'est vraiment, si tu veux structurer, on va dire, ton indépendance financière, même si c'est du boulot, on en parlera, mais si tu veux structurer quelque chose, je pense que c'est quand même bien un moment de passer le cap de la société, t'encapsules un bien dans une société, ça te donne les billes pour aller en chercher d'autres. Et après, la Ouais, banque, elle va plus regarder ta situation personnelle, elle va regarder la rentabilité du projet. Et tu as moins ce ouais, truc d'être capé par le taux d'endettement, le taux d'usure, machin. Et ouais, je c'est pense que ça. je pense qu'aujourd'hui, tu le regrettes plus, du coup, d'avoir Non, je regrette plus commencé. maintenant, c'est sûr. Ouais. Après, il y a d'autres solutions, c'est-à-dire que même si j'avais fait ça en nom propre, tous mes biens, j'aurais pu aussi sous-louer à une structure SAS pour faire de la location courte durée dans les SAS et avoir profité de ces années-là quand même en nom propre avec l'abattement. Tu vois, enfin, moi, par exemple, le seul bien que j'ai en nom propre, c'est le studio, celui du départ, là. Le premier, Avec juste celui-ci, je dépasse le plafond de LMNP. qui est de Donc, du coup, 23 000 euros, c'est ça? voilà. Du coup, Hmm. le problème, c'est que je passe direct à payer l'URSSAF avec un seul bien. Donc, ce que j'ai décidé, c'est que je sous-loue à ma structure qui fait les autres locations courte durée. Et c'est elle qui exploite mon bien. Comme ça, je ne déplace plus. Ok, ok. Du coup, tu factures ta société. Ouais, c'est ça. Ok, ah, ça peut être un montage intéressant. Ouais. Et du coup, ta société, ça rajoute c'est ta société qui te paye, du coup. Elle me Si paye je un comprends. loyer, comme un loyer. Je lui ai fait Ok, un bail, quoi. elle te paye un loyer. Elle me paye Ok. un loyer comme si elle louait l'appartement nu. Ok. Du coup, ça te fait un récurrent, une rente. C'est ça. Et c'est la société qui rembourse ton crédit. Non, c'est moi. Non, c'est toi. Ok. Ça. Le Ouais, crédit reste en mon propre. moi, j'ai déjà du mal à comprendre. Alors, je me dis que les gens qui écoutent, ils doivent avoir un peu du mal à. C'est Non, des le montages crédit, un il peu bouge pas. Il est particuliers. toujours en Donc, nom propre. Hmm. pardon? Le crédit est toujours en nom propre. C'est moi qui rembourse, du coup, avec la rente de la société. En fait, le Ouais, cash flow est encapsulé parce que en fait, c'est la société qui exploite en location courte durée. Elle me paye un loyer qui rembourse le crédit. ok, donc Voilà. la société prend le chiffre d'affaires Airbnb, elle te paye un loyer mensuel qui te permet de rembourser ton crédit et peut-être même un petit peu plus. Et du coup, Ouais. ça encapsule aussi le chiffre d'affaires Airbnb dans ta société. Oui, Ah, je pourrais faire ça en fait avec mes biens Airbnb. Bah, je réfléchirais, tiens, tu vois. tu vois. Ouais, non, ça peut être hyper intéressant pour démarrer, redémarrer ma société du coup, parce que, ouais, ok, bah, je réfléchirai à ça. Si on revient à toi, dans la gestion Airbnb, j'imagine que tu en as vu de toutes les couleurs. Ouais. Euh, Est-ce que ça te demande vraiment plus d'efforts aujourd'hui, déjà, avant de parler des galères et tout, mais est-ce que déjà ça te demande plus d'efforts que d'autres types de location, ou est-ce qu'une fois que tu as réussi à tout déléguer, finalement, ça reste un bon modèle de faire ça? Alors moi, je délègue pas beaucoup, à part je délègue juste le ménage et le linge maintenant. Mais je ne fais pas par une conciergerie, je fais vraiment une personne qui s'occupe du linge et du ménage avec donc un prix à la rotation. Et tout le reste, du coup, je le fais, j'automatise un maximum. Ce qui fait que du coup, j'ai personne qui me prend, j'ai pas de conciergerie qui me prend un pourcentage plus les frais de ménage, parce que sinon, moi, ça me prend vraiment tout mon cash flow, enfin une grosse partie. Du coup, Euh, c'est une autre question, c'est comment tu gères les appels des voyageurs? Est-ce que tu as pris quelqu'un ou est-ce que c'est toi qui réponds? Non, c'est moi. Après, je crois que les premières années, c'est le plus dur parce que c'est là qu'il y a plein de problématiques qui arrivent et que tu n'as pas anticipé. Mais au fur et à mesure, tu améliores tes process, tu rajoutes des informations dans les messages automatiques, tu les envoies au bon moment et tu identifies à quel moment il faut leur dire ça pour pas qu'ils te posent la question. Donc, en fait, mes messages, je pense qu'ils sont suffisamment bien optimisés pour que j'ai très peu de questions. Il y a que ce qui revient souvent maintenant, c'est l'arrivée anticipée et départ tardif. Mais ça, Mm. j'ai commencé à le déléguer à la personne qui fait le ménage et le linge, c'est-à-dire que tout ce genre de questions, elle sait répondre, c'est elle qui sait répondre si le linge, si l'appartement sera prêt, par exemple, à midi plutôt que 16 heures.
Et si elle dit oui, elle envoie un supplément pour payer 20 euros. Et voilà. Et du coup, elle s'en occupe maintenant. Bon, bien sûr, si je le vois passer, je m'en occupe. Enfin, vu qu'elle je lui fais, elle me fait pas payer plus pour ça. Donc voilà, voilà, je suis Donc, sur les messages, mais quand je loupe un truc comme ça, bah, c'est elle qui le fait. du coup, elle est quand même en côte, mais elle gère pas les messages, sauf ce type de demande, quoi. Voilà, c'est ça. Et Ok. après, en cas d'urgence pour l'entrée, ben, c'est son numéro qui est affiché. En fait, ouais, j'ai trouvé vraiment quelqu'un maintenant qui est responsabilisé et qui m'aide beaucoup, je crois. En fait, Donc, c'est bien. c'est comme si tu avais créé, enfin, c'est comme si cette personne, c'était ta conciergerie, sauf qu'elle te prend pas un pourcentage de ton chiffre d'affaires, mais tu la payes Ouais, sur des forfaits ponctuels, quoi. ouais, voilà. Après, moi, c'est moi qui gère toujours bah, le calendrier, les prix, enfin, toute la stratégie marketing, c'est moi. Donc, ce que ferait une conciergerie. Et tu as tout centralisé sur un outil spécifique, du coup? Ouais, je fais moi, j'utilise Superhot maintenant. Super haute. Et c'est bien? Je trouve ça super bien. Avant, j'avais Bets24. Je Ouais. m'en sortais pas. Je trouve que c'est vraiment pas facile à paramétrer. Dès qu'on cherche un truc, on y met 2 heures à trouver. Enfin, moi, je trouve que Superhot, c'est vachement plus facile. Ce que j'avais vu, Bet24, c'est un peu usine à gaz, programmation et tout. Ah ouais, Super ouais. haute, c'est un mec qui a commencé par lui-même, je crois, puis qui a créé par la suite son propre logiciel. Ouais. Je l'avais même Non, non, très rencontré à bien. un séminaire. Il était dans les premiers séminaires de Cédric Anissette, il me semble, ce mec-là. Je l'avais rencontré à l'époque. Bah, c'est cool. Ma conciergerie, elle bossait avec Smobu et maintenant, elle est passée sur Amenities ou un truc comme ça. Ah oui, j'en ai entendu parler. Il paraît que c'est pas mal. Bah, on verra. Et avant, elle prenait pareil, elle me prenait un forfait et là, elle s'est mis. Du coup, c'était ça qui la rendait intéressante. Et elle a commencé à se mettre au pourcentage là. Donc, Ah, ben, toutes les conciergeries comprennent que oui, bah, en c'est là fait, qu'ils gagnent de l'argent. ouais, c'est ça. En fait, elle n'avait pas cette dimension rentabilité et tout. Elle faisait un petit peu son truc dans son coin. Elle s'est associée avec un mec qui est plutôt sur les chiffres et du coup, bah, elle commençait à Ah ben faire ses voilà. calculs, se rendre compte qu'elle n'était pas si rentable. Et malheureusement pour moi, elle a augmenté un petit peu les forfaits. Donc, moi, c'est vraiment des questions. Des fois, je ne sais pas si tu as déjà eu ce genre de problématique, mais des fois, quand tu rajoutes sur ton Airbnb, alors peut-être toi, tu es sur une niche spécifique, mais moi, par exemple, c'est vraiment des prix assez bas, etc. Et du coup, des fois, tu te dis, bah, entre faire ça et payer et ne pas payer plutôt l'eau, l'électricité, la box Internet et tout, et avoir finalement quelqu'un en longue durée qui va rester plus longtemps avec moins de rotation et tout, des fois, tu poses la question un peu de la renta. Je ne sais pas si tu as eu ce genre de problématique sur certains biens ou si toi, tout est rentable sans te poser de questions spécifiques. Alors, pour les biens à Bordeaux, il n'y a absolument pas d'hésitation. C'est vachement plus rentable en location courte durée. Et en plus, bon, maintenant que j'ai la commercialité et tout, ça serait complètement débile Ouais. de le mettre en longue durée. Par contre, là, sur le bien que je viens de finir dans une autre petite ville, là, la question se pose parce que là, pour l'instant, ça fait quoi, 2 semaines que c'est en exploitation, ça se loue pas très bien. J'ai pas encore mis le paquet sur tous mes effets de levier marketing, partenariat avec les entreprises, peut-être de la publicité. Tout ça, je vais le faire dans les prochains mois. Je vais voir ce que ça donne. Je me laisse 3 mois, mais pour l'instant, c'est pas très concluant. Et là, effectivement, entre tous les prix des rotations, du ménage, du linge, l'eau, l'électricité et tout ça, oui, effectivement, la question va se poser si ça serait pas. Et surtout, tout le temps associé au projet de gestion, parce que là, au final, c'est quand même un bien où il y a 5 chambres en location courte durée indépendantes. Donc, c'est comme si Hmm. c'était 5 appartements. Donc, quand même, faut quand même surveiller chaque jour si les gens y rentrent bien, si tout va bien, les assister un peu. Enfin, là, c'est pas mis en place, ça me prend du temps alors qu'il y a très peu de réservations. Donc c'est une question que je vais me poser dans 3 mois et il faudra arbitrer si oui ou non je mettrai en longue durée. Ouais, parce qu'il faudra enfin, faut que tu attendes tes premiers commentaires et tout. Ça va mettre de la visibilité sur tes annonces aussi. Ouais. Du coup, Mhm. tu te laisses 3 mois pour refaire tes calculs et voir si c'est vraiment Ouais, si intéressant. c'est ça. Ouais, ça ressemble C'est un ça. peu à l'immeuble que j'ai où en fait j'ai 6 apparts, mais c'est des petites surfaces, hein. Il y a deux pièces au rez-de-chaussée et les 4 autres, c'est des petits studios. Et tu en as 4 qui sont à Airbnb et 2 qui sont en longue durée.
Et c'est des calculs que je fais tous les ans, quoi. Est-ce que cette année, j'aurais mieux fait de le louer en Airbnb ou en longue Ouais, durée? Et ce qui m'avait mis la puce à l'oreille aussi, c'était la période du Covid, où ouais. pendant quelques mois, en fait, tu n'as plus de Airbnb du tout. Je ne sais pas comment toi, tu as traversé cette période dans ta carrière d'investisseur, mais Alors moi très bien parce que au final bon il y a quand même moi j'avais de l'antécédent sur les années précédentes donc j'avais les aides de l'État ouais, qui renfluaient le chiffre d'affaires donc c'était pas vraiment un problème. Après j'ouvrais quand même les calendriers pour il y avait des pros qui réservaient donc voilà moi ça a pas été un souci moi non. Mais c'est vrai que ouais. ça fait Mais là flipper. Tu te dis encore, si ça dure et que l'État ne suit plus ben oui là tu te poses vraiment la question ouais, c'est sûr. et là, ce qui t'a peut-être sauvé aussi, c'était d'être en société, justement, parce que moi, comme j'étais en nom propre, j'avais pas d'aide de l'État, tu vois. Et même si tu avais pas un SIRET en nom propre quand même? Tu aurais pu Si, demander, mais de l'aide, quoi. eh ben, tu vois, j'ai même pas demandé. J'aurais peut-être Ouais, dû. je pense clairement que tu avais le droit, hein, parce que tu as sûrement un SIRET pour le LMNP et du Ouais. coup, tu peux demander, mais par contre, il faut Ah, 1 an d'antécédent, quoi. Ouais. ah bah, j'avais 2020, j'avais 4 ans d'antécédents. Donc, Ah ouais, ouais. donc tu aurais pu Ah bah, tu tu peux vois, je l'ai demander pas maintenant. fait. Ah bah, je vais demander maintenant. Je vais me reconnecter. Je vais demander maintenant. En rétrocommission. Ah ouais, non, 4 ans. j'ai même pas. Ça m'a même pas traversé l'esprit que c'était possible. Comme c'était du nom propre, je me suis dit, bon, bah, je laisse courir, je serre un peu les fesses et puis j'attends, quoi. Non, du moment que tu avais un SIRET, c'était possible. Ok, bon, bah, Bon, bah, autant dommage, pour hein. moi. Dommage. C'est trop tard. Il y a 4 ans, je pense qu'ils ne me payeront pas maintenant. Ils Bon, vont me reclasser en fraude après. Je devrais avoir d'autres problèmes. Ouais, ouais. bah écoute, euh, comment perdre des milliers d'euros en 2 secondes? Ah, c'est pas grave. Euh, à, à côté du Airbnb, je sais, il y a un projet qu'on parle, enfin, d'ailleurs, dont tu m'avais parlé sur le bateau qui était assez impressionnant. C'est ce projet de co-living. Alors, on peut peut-être en parler un petit peu. Déjà, qu'est-ce que le co-living? Parce que les gens pensent colocation, mais pas, la différence entre le co-living et la colocation, elle est un peu subtile. Ouais. Euh, Si tu veux bien, j'aimerais qu'on reparle un petit peu de ce projet-là, parce que Ah, c'était un de tes gros projets quand même, et mmh. je pense que tu as Ouais, mis. ouais. C'est clairement le plus gros projet que j'ai fait et celui le plus stressant, où j'ai mis le plus, de risques, le plus d'argent, de plus d'implications personnelles. J'y ai passé 14 mois, com complets, c'est-à-dire que même sans week-end, sans jours fériés, sans rien, j'ai pris 4 jours off en 14 mois. Je me suis donnée à fond parce que j'avais, clairement, pas la certitude que ça allait fonctionner je m'exposais aux risques, financiers, énormes. Donc, tout donné. En fait, à l'origine, je voulais juste faire une colocation, mais vu que je cherchais dans une zone qui était beaucoup moins chère au mètre carré que Bordeaux ou les grosses villes, du coup, j'avais du mal à me dire que je vais acheter quelque chose à 50 000 pour faire une coloc. Donc, en fait, j'ai visité des choses autour de 200 000 et du coup, c'était forcément des grosses maisons. Mais du coup, je Hmm. me posais la question, est-ce que je fais 3 colocations dedans ou est-ce que je fais une grosse colocation? Parce qu'à l'époque, on ferme le terme co-living. Bon, moi, je ne l'avais pas entendu parler. Il n'y en avait pas, ce n'était pas la grande mode. Il y avait juste colocation. Mais colocation, ce qu'on a en tête, c'est 3-4 personnes. Et soit on met un bail unique et ils se débrouillent pour toutes les commodités, soit on met un bail par locataire et après on paye l'électricité, etc. Donc moi, dès que j'ai trouvé une maison sur laquelle je suis tombée sous le charme de cette maison, trop belle, maison de maître en centre-ville. Et du coup, je me suis dit, je vais tenter de faire une grosse colocation où je vais loger un maximum de chambres, bien sûr des chambres correctes et confortables. Et j'ai réussi à en caler 14 dans quasiment, du coup, elle fait, oui, quasiment 400 mètres carrés, quoi. 14 colocs. Voilà, elle fait 360 mètres carrés habitables, donc sans compter les mètres carrés sous les combles, etc. Donc, 14 chambres. Et qu'est-ce qu'un co-living? Ça s'est fait au fur et à mesure parce que moi, je me suis dit, une coloc qui a 3-4 personnes, ils vont savoir s'organiser pour gérer les choses, mais 14 personnes, tout le monde va se donner la responsabilité à l'autre, ils vont se dire, bon, mais il y a bien quelqu'un qui va le faire et tout. Du coup, je me suis sentie obligée de mettre en place des services, genre le ménage,
Genre, fournir par exemple le liquide vaisselle, le papier toilette, les sacs poubelles, etc. J'ai mis en place tout ça, ce qui permet en fait de faciliter les choses. Et du coup, en fait, c'est là qu'on bascule dans le côté co-living parce que c'est là où on se dit, en fait, c'est généralement quand les personnes ils vont en colocation, c'est qu'ils veulent faire des économies, c'est qu'ils partagent un loyer. Mais là, c'est pas le but. Là, en fait, c'est vraiment les gens, ils viennent pour profiter de plus d'espace et de partager une vie en communauté. Mais ils ne payent pas moins cher qu'un studio, par exemple. Moi, chaque chambre dans la coloc est plus cher qu'un studio sur la même zone, dans la même ville. Parce que, en fait, moi, j'apporte plus de confort, j'apporte des services. Il y a des grands espaces en commun. Mais genre, par exemple, j'ai une grande salle de jeu et j'ai une triple cuisine avec un autre salon à côté. Donc, en fait, les gens, ils ne se marchent pas dessus. La plupart des gens là qui sont partis sont très contents de leur séjour, enfin de leur période dans le co-living, parce que au début, ils ont peur. Ils se disent 14, on va se monter dessus, on ne pourra pas tous manger en même temps ou faire la cuisine en même temps, ou on pourra tous pas regarder ce qu'on veut à la télé, etc. Et en fait, non, ils se rendent compte que les espaces en commun sont tellement énormes et les chambres sont confortables que ils se sentent plutôt bien. Ok, donc ouais, tu as mis un peu ce que tu avais finalement appris sur le Airbnb, tu l'as réinjecté finalement dans ce gros projet coloc et tu as créé toi-même en fait cette notion de co-living qui aujourd'hui peut-être est un petit peu plus connue, mais à l'époque Voilà. tu te disais pas j'étais en train de faire un co-living, quoi. Non, pas du tout, du tout. Même j'appelais ça, quand j'ai présenté à la banque, une colocation XXL. Donc, j'ai présenté comme ça. Et Ouais. en fait, même dans les réunions avec les autres investisseurs, là où je commençais à faire des petites soirées pour voir d'autres personnes qui font des choses comme moi parce que je me sentais très seule, quand je présentais ce projet-là, tout le monde me disait, mais t'es sûr, ça marchera pas, personne ne veut vivre avec 10 personnes, ça ne fonctionnera pas, je pense que tu te lances dans un truc que tu ne te rends pas compte de l'ampleur des travaux, moi je le ferai pas. Et plein de fois, je me suis dit, attends, mais eux, ils ont plus avancé que moi, ils me disent ça, est-ce que je dois y aller ou pas? Et bon, je me suis lancée et je regrette pas parce qu'au final, ça marche super bien. Mais avant que ça soit la première chambre soit en exploitation, j'avais vraiment peur que ça fonctionne pas parce que j'avais peur de ce côté 14 personnes. Les gens vont avoir peur de colliver comme ça, quoi. Et c'est des étudiants, jeunes travailleurs, c'est quoi les profils du coup des personnes? Bien, en fait, la coloc, elle est assez, le co-living, il est assez attractif et vraiment, je pense, le meilleur de la ville. Enfin, le plus central aussi, le plus, on va dire, qualitatif, avec les plus grands espaces en commun. Donc, j'ai le choix. Donc, je préfère prendre des jeunes actifs pour réduire les risques de grosses fêtes, parce que bon, quand on est en école, on sait ce que c'est, les grosses J'allais te poser soirées. la question, quid des gros stuff? Parce que quand tu es 14 et que tu as une grande maison et que tu es un peu jeune, tu as envie de faire des gros stuff, quoi. Ouais, après, j'ai fait la salle pour. C'est-à-dire que le sous-sol est vraiment isolé. Il n'y a pas de chambre au-dessus. Donc, s'ils veulent faire des soirées, ils peuvent le faire. Moi, ce que j'entends, débordement, ça va être plutôt des gens qui vont pas dormir de la nuit, que ça va être gros stuff avec des drogues, etc. Tu vois. Ça, pour Hmm. l'instant, je touche du bois. Je ne pense pas qu'il y a ce genre de personnes et c'est très bien. Mais qu'ils fassent la fête, ils gênent personne. Tout ça, enfin, la salle, elle est faite pour. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je veux juste Ouais. pas de débordement autre, quoi. Ouais, là où tu as été intelligente, ça a été de prévoir l'espace. Comme ça, tu sais que tu n'emmerdes pas les voisins, que tu n'emmerdes pas la mairie, va pas te Euh, tomber dessus ou autre, quoi. ouais, le sous-sol, en fait, j'ai longuement hésité, est-ce que je l'aménage ou pas? Parce que ça faisait quand même je sais pas, je dirais entre 20 et 30 000 de plus, quoi. Parce que l'aménagement, j'ai dû refaire une dalle béton, etc. Enfin, il y avait quand même un gros taf. Et j'ai bien hésité parce que je savais toujours pas si ça allait marcher ou pas. Et je me suis dit, non, il faut que je l'exploite. C'est quand même trop dommage. Tu sais, il y avait 70 mètres carrés. Enfin, c'était parfait pour faire une salle de jeu, quoi. Une salle de soirée. Donc voilà, je l'ai fait et je pense que ça a fait la diff aussi, quoi. Et pas trop de turnover parce que enfin, moi, j'ai une coloc où ils sont 6, donc on peut déjà parler de coloc, de grosses colocs. J'ai Mm. pas mal de turnover. J'ai pas autant de services que toi, mais j'en ai un petit peu. T'as pas trop de turnover et comment tu gères ce turnover? Ça se passe bien?
Bah, tu me dirais, toi, ton turnover, mais en tout cas, moi, pour l'instant, ça fait combien de temps là? Ça fait 2 ans, 3 ans full d'exploitation, quasiment 3 ans, ouais. On va dire que je vais entre 7 et 9 rotations par an, donc ce qui veut dire que les gens restent presque 2 ans en moyenne. Bon, il y en a qui sont là depuis le début. Ouais. Ah oui, qui sont Il jamais repartis. y en a deux, trois là qui sont là depuis le début. Et après, il y a des exceptions qui vont rester que 6 mois parce qu'ils ont un changement de programme ou quoi. Mais sinon, il reste plus d'1 an, c'est sûr. Ok. Ok. Et Ouais, pour moi, toi? sur 6, je ne saurais pas te dire. J'étais en train de regarder, mais je ne peux pas compter là, parce que j'ai tous mes dossiers d'anciens locataires. Et moi, depuis 2016, je pense que j'en ai, je sais pas, 20 en 6 ans. Non, 8 ans. 20 divisé par 8. 2,5, ouais. À peu près 2, 3, 2 par an, je pense, ouais, qui doivent se barrer. Sur 6. D'accord. Bah, c'est pareil à peu près alors. Ouais. Moi, j'ai plus de mal. Moi, c'est parce que moi, c'est pas du tout du haut de gamme, c'est vraiment du moins cher. C'est pas bien situé parce que c'est en face d'une voie ferrée. Donc, rien à voir avec toi. Mais, Ouais, mais du coup, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le côté pas cher qui attire les gens et j'essaie quand même d'être vigilant sur les profils et ça marche bien quand ouais. même. Mais je la revends en ce moment. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour l'acheter, je revends la coloc. Et D'accord. il y a une autre question qui me vient, c'est comment tu arrives à maintenir une telle surface dans un état correct? Parce que du coup, tu as refait les travaux, tout est neuf, tu n'as pas Ouais, envie que ça tout se est neuf. dégrade trop vite et tout. Comment tu gères cet aspect dégradation de l'usure, en fait, qui est Eh normal sur un... bien, déjà, je pense qu'il faut responsabiliser les locataires. Donc, faut faire des bons états des lieux, les responsabiliser, comprendre que ben, s'ils font des dégradations, ils vont payer, quoi. Après, ça suscite des tensions, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte aussi ben, combien ça coûte de faire des travaux, des petites réparations. Ils ne savent pas, en fait. En fait, je me suis rendu compte qu'ils sont complètement décorrélés de ce que ça coûte parce que, par exemple, quand tu as des trous dans le mur, ça m'est arrivé une fois, j'ai demandé un dédommagement parce qu'effectivement, je ne vais pas refaire faire le mur qui va me coûter 300 balles peut-être de le refaire. Puis il faut attendre l'artisan, faut que du coup, ben, tu ne peux pas louer pendant 2 semaines, il faut reponcer, refaire du plâtre, refaire la peinture. Et ça, tout ça, ils ne se rendent pas compte que ça coûterait peut-être 500 000 balles parce que faut bloquer le calendrier, etc. Du coup, je prends un dédommagement de, par exemple, 50 euros ou 30 euros suivant, tu vois, la grosseur du trou. Et ça, tu vois, ça peut susciter des tensions parce qu'ils se Alors, disent, c'est ah, mais déjà vous avez... gentil avec eux, entre guillemets, quoi. Alors que j'ai été gentille, c'est justement un dédommagement pour justement qu'ils ne perdent pas tout cet argent. Et eux, Hmm. ils le prennent comme, ah oui, mais vous avez pris 50 euros, mais vous ne l'avez pas refait. Je dis, mais ça ne me coûterait pas 50 euros de le refaire, le mur. Donc, en fait, c'était juste pour vous arranger, vous, mais ils ne comprennent pas ça. Ils pensent que ça coûte 50 euros de refaire un mur, je pense. Donc, c'est plein de petites choses comme ça de gestion où tu te dis, mince, je fais de mon mieux, je suis hyper gentille, mais voilà, ils le prennent mal. Donc, c'est pas facile. Ouais, bah, c'est un truc que j'ai apprécié. Tu sais, les premiers colocs qui sont venus chez moi, il y en a un, je l'ai aidé à déménager pour te dire à quel point j'étais gentil. Je suis allé chercher son frigo avec ma voiture, quoi. Ah ouais, Après, j'ai appris à être un peu moins sympa parce que, en fait, on ne te le rend pas non plus forcément. Tu vois, c'est non, souvent que dans un sens. Tu as quand ah même oui. ce rapport propriétaire-locataire qu'il faut garder aussi pour avoir Ouais, enfin, que ça se passe bien. Et du coup, j'ai arrêté, mais c'était mes erreurs de débutant, on va dire. ouais, Mais ouais, plus et t'en ouais, donnes et plus t'en mal, ouais. ouais, c'est ça. Et du coup, tu arrives, et en prenant ces petits dédommagements à droite à gauche, toi, tu fais une visite trimestrielle, tu y vas régulièrement pour voir, ou c'est quand tu as du turnover, tu en profites pour faire un petit tour. Ouais, c'est quand j'ai turnover, j'en profite ou quand j'ai besoin d'y passer parce qu'il y a un petit truc à réparer ou quelque chose comme ça. Mm. Ou oui, voilà, peut-être je repasse pour gérer le jardin. Pour l'instant, c'est soit moi, soit ma maman qui le fait, donc on y Mm. passe. Ou pour refaire les stocks, parce que vu qu'il y a des stocks, tous les consommables et tout. Donc voilà, donc oui, j'y passe régulièrement. Donc ça permet de faire un petit point. Après, j'ai aussi la femme de ménage qui passe une fois par semaine et qui fait aussi des photos avant, après. C'est-à-dire avant pour voir si ben, l'état, il n'y a pas, tu vois, des débordements en termes de... Parce qu'en fait, la règle, c'est de toujours ranger ce que tu utilises. Enfin, c'est pas qu'il y en ait partout. Donc, ça me permet d'avoir aussi un peu l'état des communs. Et puis, eh ben, après le passage, pour savoir comment elle laisse le bien après. Donc, ça permet, c'est aussi mes yeux, quoi.
Et le côté justement, une fois par semaine, elle passe? Ouais. Et du Bah coup, ouais, ça fait quand même un gros ils en ont pas un ça fait peu un genre gros rien à foutre budget. parce que le ménage, il est fait par quelqu'un d'autre? Comment? Je disais, ils en ont pas un peu rien à foutre parce que le ménage est fait par quelqu'un d'autre justement? Ah oui, mais enfin, ouais, non, c'est ça enfin, j'ai l'impression que ça va. OK. Ils sont assez respectueux là-dessus. Après, ils sont même exigeants. Là, j'ai reçu un message comme quoi, c'était pas assez bien, fait, le ménage. Donc bon, ça me permet de remettre un petit peu, voir un petit peu avec OK. la femme du ménage, d'arranger ça. Mais, ouais, après, je pense que c'est important. Ça fait un gros budget, ça fait quasiment un loyer, qui passe, pour le ménage des communs, par mois, hein, parce qu'une fois par semaine, ça va vite. Parce que c'est Mmh. finalement assez grand pour qu'elle y passe, 3 heures et demie. Donc ça va vite, quoi. Mais bon, Et tu veux c'est bien nous nécessaire. partager quelques petits chiffres sur ce co-living? Oui, oui. Du coup, en termes de ben, les loyers, on est autour de 440 hors charge. Donc, charges comprises, on est autour de 520 en moyenne, charges comprises, parce que là, on est sur du 80 € pour tout ce qui est charges et services. Donc, voilà, ça dépasse un peu, même. Enfin, je pense que là, j'ai fait le point il n'y a pas longtemps, ça dépasse quasiment de 2 000 € sur l'année, mais voilà, il va falloir que je fasse une demande de. Il va falloir que je fasse comment dire, demander 10 € de plus par personne et par mois. Une révision de loyer, Parce ouais. que parce qu'effectivement, le gaz, l'électricité, tout ça a augmenté. Peut-être qu'il y a plein de choses qui font que, voilà. Donc ça fait quand même ça, on a l'impression que quand même c'est énorme, 90 € par personne et par mois, mais finalement c'est vraiment ça, ce sont les charges. Puis vu que je fournis tous les consommables, ça va vite aussi, hein. Enfin, après il y a l'entretien, de tout, et de ce ménage aussi, très régulier. Donc ça va quand même très vite. Donc voilà, Et du coup, bah, il y a 14 chambres, donc ça fait à peu près 7 000 € de chiffre d'affaires par mois. Jusqu'à présent, j'ai quasiment toujours tout rempli. Il y a eu peut-être un trou de 3 semaines une fois parce que je m'en suis pas très bien occupée. J'étais en rush sur autre chose. Mais mmh, généralement, dès qu'il y a quelqu'un qui sort, soit dans la journée, soit dans les jours d'après, il y a quelqu'un qui rentre. Donc là, j'essaye d'optimiser un maximum pour pas perdre d'argent là-dessus. Et voilà. Tu voulais quel autre chiffre, si tu veux? non, mais savoir, ben, du coup, en termes de renta, sans rentrer trop dans le détail, mais tu arrives à tirer une bonne renta de ce type de bien? Eh bien, donc je l'ai acheté 220 000, donc il faut rajouter tout ce qui est frais de notaire, frais d'agence, etc. Donc on peut arrondir à 250 000. Ensuite, j'ai mis plus de 200 000 € de travaux. Euh, ouais, et puis voilà. Donc on est autour d'une rentabilité brute à 17-18%. Ouais, ce qui est exceptionnel, dans Ben, l'IMO, quoi. ouais, après, c'est parce que j'ai fait beaucoup de travaux moi-même, donc j'ai pu économiser, je OK. pense, presque 70, 80 ou peut-être 100 000 €. C'est difficile à évaluer exactement, mais de, de ce que j'ai pu faire moi-même. Donc, ça, c'est vraiment la clé, je pense. Et après, ben, l'optimisation à fond du logement, faire des choses attractives. Donc, voilà, je pense mettre un maximum de valeur Mmh. et de confort. Et je pense que ça marche parce qu'ils s'y plaisent et malgré tout qu'ils sont pas très aimables avec le fait que bah, voilà, relation propriétaire-locataire, mais au final, ça, en voyant qu'ils restent longtemps et comment ils s'y plaisent, enfin, ça serait quand même hypocrite de dire le contraire. Et puis dès que je mets une annonce, en fait, j'ai vraiment pas de mal à avoir plein de dossiers, donc je pense que je suis quand même bien positionnée sur le marché. Et il y a personne qui est venu te concurrencer dans cette ville? Si, il y en a eu au contraire plein. Plein, D'accord. plein, ouais. Il y en a eu beaucoup, ben, souvent après, enfin, en termes d'emplacement, je pense que c'est la mieux, et puis, ben, moi, le côté vraiment positif, c'est je pense que, voilà, j'ai cette salle en plus. Sinon, eux, ils ont que, le 1er salon cuisine, quoi. Donc, Ouais. je pense que je suis la seule avec cette salle, vraiment destinée aux soirées. Ouais, du coup, ça apporte un vrai plus et j'imagine tu as un Ouais, petit jardin, un espace extérieur ouais. aussi? C'est une belle Ouais. terrasse avec une super vue sur la ville et un jardin. Voilà, j'ai même mis en place un barbecue, etc. Donc, vraiment, à partir du printemps, c'est vraiment royal cette terrasse, en hyper centre, hyper calme au final.
Tu peux faire des barbecues tous les soirs, c'est vraiment sympa. Et ouais, bah, merci pour les chiffres. En tout cas, c'est vrai que moi, du coup, tu vois, la coloc, je crois qu'on était à 13% de renta, ce qui est déjà bien dans l'IMO parce qu'on parle aussi de gros montants. Donc, tu prends 13%, pas sur 1 000 euros, tu prends 13% sur 200, 400 000, etc. Donc, c'est quand même Ouais. des gros montants. Mais quand tu vois que la renta moyenne, on va dire, elle est à, je sais pas, 5, 6, 7% grand max, toi, tu arrives, tu fais boum, moi, je fais 18, bah, forcément, après, Oui, ouais. forcément, À quel prix, quoi? à quel prix? Et bah, du coup, est-ce que tu regrettes d'avoir fait ce projet ou ça reste quand même un projet Non, c'est une super aventure. Je regrette absolument pas, hein. Ça conforte ma liberté financière et ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai passé beaucoup de temps avec ma maman, en plus, qui m'a beaucoup aidée sur ce projet. Donc, ça nous a rapprochés. C'est devenu vraiment, c'était un projet de cœur finalement. Euh, Après, c'est vrai que bon, moi, mon problème, c'est que je me donne tellement, je suis tellement focus quand je suis sur un projet que j'oublie tout le reste. Là, vraiment, pendant 14 mois, j'ai pas eu de vie perso, j'ai pas eu de vie sociale, j'ai pas été au resto, je me faisais, à manger. Enfin, en fait, j'étais tellement ric-rac au niveau financier, je ne savais pas comment j'allais finir le projet. Enfin, dès que j'ai fini une chambre, je l'avais mis en location, même si tout le reste n'était pas fini, parce qu'il fallait que ça rentre. J'avais plus de thunes, quoi. Enfin, plus d'argent de côté. Je mettais tout dedans. Un pauvre resto, je ne voulais pas le faire déjà ou commander à manger. Je ne le faisais pas parce que je préférais mettre 20 euros dans des vis ou quoi que ce soit pour le projet que de gaspiller pour moi 20 euros. Et dès que j'ai pris mes premiers locataires, ça m'a vraiment, je m'en souviendrai toujours, quasiment tous les soirs, il y en avait un qui commandait à manger. Et moi, j'étais là, mais attends, ça fait 1 an et demi que je suis là, j'ai jamais commandé à manger. Et alors que je suis la proprio, je me suis pas fait plaisir une fois, alors que je travaille toute la journée jusqu'à 23 heures. Et jamais je me suis commandé à manger. Et au bout d'un moment, j'ai dit, attends, il faudrait peut-être que je me récompense avec un pauvre petit Uber Eats, quoi. Ouais, du coup, Ouais, ça rend un peu tu sais, sur Internet, on voit tout et on voit aussi beaucoup de gens qui font rêver bah, autour de l'immobilier, comme quoi ça va pas prendre de temps, que tu vas tout de suite gagner beaucoup d'argent et tout. Toi, t'en penses quoi du coup de ces messages-là? Après, tout le monde ne fait pas les travaux par soi-même, c'est un parti ouais, pris, ça, je pense. Ça ouais. t'amène, ça t'amène quand même une renta supplémentaire à terme, mais tu penses quoi un peu de ce message global si on veut remettre un peu les pendules à l'heure côté Ouais, je pense que c'est marketing? Ouais, c'est un message, comme on dit, putaclic pour que les gens se lancent et prennent une formation en immobilier. Mais oui, en vrai, je pense que c'est impossible je sais pas moi, de faire de plus de 9-10% brut si on ne s'investit pas à fond, si on ne fait pas des sacrifices. Puis généralement, bon, la plupart des gens, voilà, ils ne peuvent pas quitter leur job à côté. Donc, ça voudrait dire que toutes tes soirées, tous tes week-ends, toutes tes vacances, tu vas les passer à faire des travaux si tu veux avoir la potentielle chance de faire du cash flow. Donc, il ne faut pas croire que c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est pas un coup de chance. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'optimisation sur tout le process. C'est bien acheter, c'est bien imaginer le business plan, c'est bien optimiser tes espaces, faire une valeur perçue qui va peut-être enjoliver le bien et faire des coups de cœur. Enfin, c'est plein de choses comme ça que tu accumules qui vont faire la différence, mais c'est pas un coup de chance, c'est dire que ah ben il a eu de la chance, il a trouvé le bon bien. Non, c'est pas trouver le bon bien, c'est tu crées ton opportunité, tu crées le bon bien. Mais des bons biens, ah ben moi je trouve pas le bon bien. Mais en fait, moi j'ai pas trouvé le bon bien. Par exemple, la coloc, il y avait combien d'investisseurs qui sont passés avant moi et qui l'ont pas acheté? Combien n'ont pas vu l'opportunité de faire ce que j'ai fait? En fait, ils l'ont pas vu. Ils ont dit oui, non, c'était. Moi, j'en ai vu des investisseurs qui avaient visité avant. D'ailleurs, ils avaient acheté la maison juste à côté, qu'ils ont fait des travaux en même temps, donc on a pu échanger. Eux l'avaient visité, eux n'ont pas vu autre chose à faire dans cette maison que de faire une division et des appartements, et que pour eux, c'était trop cher au prix au mètre carré, etc., et que c'était pas très intéressant en termes de rendement. Du coup, ils ont laissé. Et moi, j'arrive et j'ai vu j'ai vu le potentiel en termes de coloc, et après de grande coloc, j'ai pris le risque de faire une grande coloc alors qu'il n'y en avait même pas des grandes colocs. Enfin, tout ce risque aussi, ben oui, si ça marche très bien, mais si je me plante, comme potentiellement là, le bien que j'ai fait à Angoulême, pour l'instant, ça ne marche pas. Si je le passe en coloc, c'est un échec pour moi parce que j'ai fait beaucoup trop de travaux que si j'avais fait
que si c'était pour faire donc une location courte durée. Donc, ça serait un échec. Donc, j'ai pris le risque. Par contre, si ça marche, ça peut vraiment performer. Je peux atteindre les 17 ou 20% de brut, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Il faut être à l'aise avec le fait que le risque est corrélé avec la rentabilité, quoi. Ouais, sur le même bien, tu peux avoir complètement plein de possibilités différentes et c'est un petit peu le projet que tu vas choisir de mettre en place sur ce bien-là qui va faire que des fois, tu passes de zéro rentabilité à une très bonne rentabilité, quoi. Et ouais, c'est Et du ça. coup, tu dois avoir envie de tuer les gens qui te disent tu as de la chance. Ouais, complètement. Surtout pour moi. Enfin, tu vois, quand c'est des marchands de biens qui font de l'achat-revente sans faire aucun travaux et aucun papier, juste comme ça, dans la journée, ils revendent à quelqu'un d'autre plus cher. Là, j'ai envie de dire c'est de la chance, même si eux, ils vont me dire non, c'est pas de la chance, c'est que voilà, ils sont manipulateurs, ils vont trouver les bons contacts, etc. C'est du travail. Mais bon, c'est quand même plus de chance que moi qui fais des travaux et qui me coupe de toute ma vie pendant un an entier. Et qui me met la main dedans, etc., qui fait les travaux moi-même, qui optimise tout. Enfin, voilà. Mais oui, j'ai envie de les tuer quand j'entends ça. Et en plus, donc ce projet-là, tu l'as fait après les Airbnb, donc tu gérais en plus les Airbnb en parallèle. Ouais. Ouais, je gérais tout à distance, en parallèle. Même c'était la période du Covid, du coup, j'avais quelqu'un qui faisait le ménage qui le faisait très mal, donc j'étais pas super haute. J'avais des mauvais commentaires parfois, donc c'était compliqué. J'essayais de les faire enlever par Airbnb, mais c'était pas le moment de changer parce que j'étais pas sur Bordeaux. Enfin, c'était vraiment galère, ouais. Et en parlant de galère, justement, la galère peut-être qui t'a plus marqué, ou là où tu t'es dit, on a tous eu ce moment-là où on se dit pourquoi je fais ça. Est-ce j'imagine qu'il y en a peut-être plusieurs, mais est-ce qu'il y a un moment dans tous ces projets-là, tu t'es dit pourquoi je fais ça? J'aurais dû garder mon CDI à Paris et pas m'embarquer là-dedans. Alors, je me dis jamais que j'aurais dû garder mon CDI parce que je suis convaincue que cette vie ne me convenait pas. Par contre, Ouais. me mettre autant d'exigences et me lancer sur des gros projets, tu vois, enfin, oui, plein de fois, je me suis dit, et très souvent, je me dis, mais pourquoi je me fais autant de mal? C'est bon, j'étais libre financièrement. Là, je me remets un risque dessus qui peut potentiellement affecter ce que j'avais déjà mis en place. Enfin, souvent, je me dis, mais pourquoi je me lance dans tout? Parce que j'ai besoin de challenge, quoi. J'ai besoin de tout ça. Voilà, j'aime aussi, je suis passionnée par l'immobilier. Maintenant, j'en suis passionnée de créer des choses, des nouvelles exploitations, des nouveaux biens. Tu vois, enfin, comme tu auras remarqué, je ne refais pas deux fois la même chose, à part bon, les petits studios au départ, mais sinon, j'aime bien faire des nouveaux systèmes d'exploitation, prendre le risque de faire quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui m'éclate. Mais ouais, des fois, je me dis là, par exemple, là, que j'ai déjà donc acheté un nouveau bien à Bordeaux Centre pour faire donc un projet. Je ne vais pas m'étaler dessus, je veux que ça reste encore un peu secret, mais ça va être un bien haut de gamme. Et je l'ai acheté déjà depuis 6 mois parce que j'avais trouvé le bien adéquat il y a un an. J'ai essayé de faire durer un petit peu les choses avant de l'acheter. Et du coup, tu vois, avec les taux d'intérêt, je paye plus de 1 000 euros par mois d'intérêt, donc ça commence à piquer maintenant parce que ça fait plus de 6 mois, plus il y a les frais de copro à payer, plus la taxe foncière, enfin ça fait quasiment 10 000 euros qui est parti à la poubelle là, et j'ai pas commencé. Enfin, et là je me dis mais pourquoi je me fais autant de mal en fait, pourquoi j'ai acheté ce truc avant d'avoir fini l'autre? J'aurais dû me prévoir aussi une pause, avoir un peu de vie, parce que là c'est pareil, je viens de passer 6 mois où j'ai quasiment pas vécu, quoi. Enfin, je fais très peu de soirées, je travaille toute la journée à gérer et les travaux, faire des travaux le soir, trouver des réponses à mes problématiques sur les travaux, gérer aussi mes autres biens. Donc, en gros, toute la journée, de 9h à 23h, je suis en train de bosser, quoi. Donc, alors que je pourrais aussi profiter et me contenter de ce que j'ai, quoi. C'est comme si tu avais le feu intérieur de l'IMO, quoi. Tu peux pas t'arrêter, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et ouais, parce que malgré effectivement ce confort financier que t'ont amené finalement tous ces premiers investissements, même si c'était beaucoup de sacrifices, au bout du compte, quand tout est loué et tout, tu t'en sors bien. Malgré ça, tu t'es pas dit, je fais une petite pause, je voyage un peu, je profite un petit peu, puis j'y reviens après.
Ouais, si, en fait, après la coloc, cette grosse période là, qui a été quand même longue et dure. Après, oui, j'ai quasiment pendant 1 an et demi, 2 ans, je trouvais pas de toute façon d'opportunité en immobilier parce que les taux étaient faibles, beaucoup d'investisseurs sur le marché. Du coup, c'était très dur de négocier des choses. Donc, je trouvais rien et j'avais aussi besoin d'une pause. Donc là, je gérais juste mes biens et j'ai fait quelques voyages long terme. J'ai passé 3 mois au Brésil, par exemple. Mais voilà, après, tu rentres, tu as envie de faire un nouveau projet. C'est assez contre-intuitif quand on parle, je pense à ça, mais de faire des projets complètement différents parce que tu te dis, bah, quand un projet marche, je fais copier-coller, j'irai plus vite et j'irai plus fort, plus loin. Mais toi, Ouais, c'est peut-être ça ton challenge, toi, c'est de faire un nouveau projet un peu inédit. Tu mets ta ouais. patte dessus, c'est ça qui te porte, quoi, si je comprends bien. Ouais, c'est ça qui me porte. Moi, je veux rester passionnée par les projets que je fais. Et si je fais que la même chose et je duplique, j'aurais pas la même passion à mettre sur une deuxième co-living, par exemple, comme j'ai fait. Donc, Mm. j'ai pas envie, quoi. Ou alors, il faudrait que tu sous-traites, que tu aies les moyens financiers sur le projet pour tout sous-traiter et chapeauter éventuellement de loin le projet, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais Et du toi, coup, beaucoup moins. ça te porte moins que créer un truc vraiment inédit où tu mets ta Ouais, patte c'est ça. dedans, quoi. Ouais. Et après, les moments de... Ouais, donc pas... Et sur les travaux, tu n'as pas eu de moment galère, des trucs vraiment auxquels tu t'attendais pas, un truc à rectifier, qui t'a pris du temps, que tu n'es pas prévu, des choses comme ça? Bon, il y en a eu plein. Après, je les oublie au fur et à mesure. Sinon, c'est trop dur à Ouais. encaisser. Le Un cerveau coup est que c'est coincé réglé, par rapport à ça. voilà. Un coup que c'est réglé, je passe à autre chose parce que sinon, si tu gardes tout ça en tête, c'est juste pas tenable. Mais il y en a tout le temps des imprévus. C'est pour ça que très souvent, on me pose la question, mais quand est-ce seront finis tes travaux? Mais en fait, je ne sais pas répondre à cette question. C'est impossible pour moi. Parce qu'il y a Hmm. tellement d'imprévus, tellement de choses que tu ne peux pas calculer le nombre de temps que tu vas mettre. Enfin, c'est pas possible. Et là, on comprend que les artisans, des fois, ils ont un peu du mal à donner une date de fin de chantier, quoi. Bah oui, oui, c'est clair. Quand on est dedans. Ça m'amène à une autre question. Il y a quand même bah, les artisans, j'ai bossé avec quelques artisans, il y a quand même ce truc un peu macho et tout. Tu arrives à bien gérer, enfin, comme tu es une femme et tout, ils t'emmerdent pas, ça va? Eh bien, en fait, avec ceux avec qui j'ai travaillé longtemps, en fait, à Bordeaux, quasiment tous mes apparts, je les ai fait moi-même avec ma maman et quelques amis pour l'électricité et tout. Donc, pas de problème avec les artisans. Et du coup, le co-living et là, l'immeuble que j'ai fait, j'avais quasiment la même équipe pour ces deux projets. Au tout début, il faut recadrer un petit peu. Et puis, en fait, c'est marrant que tu poses cette question. Parce que dernièrement, j'ai fait un repas pour fêter la fin du chantier avec tous les artisans. Et il y en a un, il m'a dit, c'est marrant, mais quand je vous ai rencontré dans la grosse maison pour faire le co-living, je me suis dit, celle-là, soit elle est folle, soit elle est surdouée. Et, et du coup, ça m'a fait tout drôle que 4 ans après, il me dise ça. Parce qu'il me dit, en gros, moi, je pensais vraiment que vous n'alliez pas aller au bout, ou alors c'est que cette meuf, elle est dingue, quoi. Et Ouais. du coup, voilà, le respect, il est là parce que maintenant, ils m'ont vu bosser comme une tarée. Ils ont vu que je fais des choses qui fonctionnent. Ils ont vu que j'ai les pieds sur terre, que je sais, que je comprends les travaux et que j'en fais moi-même. Donc voilà, c'est clair que toujours les premiers abords sont difficiles. Là, par exemple, là, sur Bordeaux, pour mon nouveau projet, je suis en train de chercher des nouveaux artisans parce que la plupart de l'autre ville ne veulent pas venir jusqu'ici. Et du coup, j'ai cette problématique que ils me font des devis exorbitants qui n'ont pas de sens, tu vois, genre 3 fois plus cher. On ne sait jamais, ça peut passer avec cette petite dame, quoi, tu vois. Hmm. Il y a quand même ce truc, tu sens des fois qu'il faut que tu prouves Après, plus quelque part, quoi, parce que tu es une ouais. femme, quoi. Ouais. Peut-être, après, ils essayent peut-être avec tout le monde, mais en tout cas, c'est fatigant, tu vois, si tout le monde faisait le juste prix correct, sans qu'on aille chercher à droite à gauche pour prouver que non, ça coûte moins cher et tout, on irait plus vite. Là, ça prend la tête, en fait, de recommencer une relation de confiance avec des artisans. C'est dur, quoi. C'est dur, ça me Ouais, fatigue. ouais, c'est des allers-retours pour négocier quelques centaines d'euros. Tu te dis, bah, autant faire le bon prix direct. Ben C'est vrai que oui, moi, des fois, toujours faire 3 devis parce que des fois, tu as des trucs, ça va du simple au double, hein. J'ai été ben oui, halluciné. Moi, pour une toiture, j'ai eu vraiment du simple au double, quoi. ouais.
et pour la même chose. Et tu te dis, Ouais, ouais. bah, c'est où le piège? Qu'est-ce qui se passe? Et l'autre truc, alors ça, c'est un truc, je pense, c'est sur l'efficacité des artisans, mais niveau marketing et tout, mais le nombre d'artisans qui viennent et qui me font pas les devis. Je dis, mais pourquoi tu viens me. Tu sais, qu'ils font le rendez-vous. Moi, j'avais un Velux, ça changeait. J'ai vu 4 artisans dans la journée. Ils sont tous venus, hein. Ils ont passé du temps. Il y en Ah ouais. a un qui m'a envoyé un devis. Un seul. Ah Je dis, mais ouais. pourquoi tu viens? Mais C'est peut-être que aussi ils se sont rendus compte sur le tas, ils n'ont pas été honnêtes et que le projet ne les intéressait pas, je sais pas. Parce peut-être. que ça prend du temps de faire un vrai devis en détail, donc Ouais, mais je ça sais pas. prend du temps aussi de se déplacer, quoi. Ah oui, oui, c'est sûr. Niveau efficacité sur la boîte, j'attends toujours les devis, on verra. Bon, pour le coup, je n'ai pas remplacé le Velux encore, mais j'attends les devis. Ouais. Et après les galères, le moment vraiment où tu as eu le plus de fierté, où tu t'es dit, ouais, c'est ma voix, c'est mon truc, je suis à fond, c'est trop bien ce que je fais, ça te donne le sourire rien que d'y repenser et tout. Tu as eu ces moments-là aussi sur tes projets IMO? Oui, ben, c'est sûr que dès que j'ai mis la première chambre euh, sur Le Bon Coin pour le co-living et que j'ai eu plein d'appels, etc., je me suis dit, bon, bah, c'est bon. Tu vois, en mettant en gros que c'était une grosse coloc de tant de personnes et ça faisait pas peur et tout. Donc, je me suis dit, c'est bon, ça va marcher. Donc, ouais, j'étais fière de moi, surtout après tout ce temps, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes aussi l'avant-vente, l'avant-acte d'achat, en fait, parce que il n'y avait pas le raccordement à tout à l'égout, alors que c'était écrit que si. Donc, on a perdu 6 mois comme ça. Il y avait aussi une case qui était mal cochée sur les frais d'agence qui n'étaient pas du bon côté. Du coup, franchement, j'ai perdu 1 an avant l'achat et 1 an et demi donc de travaux jusqu'à l'exploitation totale. C'était tellement long. Donc là, quand tout est en place, quand tout est loué, bah, là, tu es content quand même. Ouais, putain, bon, t'avais déjà des revenus sur les Airbnb, mais quand tu as les premiers loyers qui tombent et tout, je trouve que ça fait toujours. Bah, Bah ouais. parce que le IMO, c'est des mois et des mois, ne serait-ce qu'entre Ouais, entre la promesse et l'acte définitif. Déjà, tu as 3-4 mois, après, tu fais les ouais. travaux et tout. Donc, souvent, tu t'investis pendant 6 mois, 1 an, et puis en fait, les premiers loyers ils tombent après cette période. Et c'est assez gratifiant, effectivement, de se connecter sur son compte bancaire et de voir le truc Ouais. arriver. Ouais, mais c'est sûr que pendant tout ce temps, 1 an et demi, 2 ans, voilà, tu travailles dur sur un projet, ça te rapporte rien, tu fais que donner, 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 mettre de l'argent, mettre de l'effort, merde, t'as plein de soucis, tout le monde te dit d'abandonner, etc. Et puis quand c'est tout en location, là on te dit que tu as de la chance, mais tout le monde a oublié tout ce qu'il y avait avant en fait. c'est là On tout le voit, monde a on voit oublié en toujours fait. la face émergée de l'iceberg, hein. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Ouais, Donc, le cerveau humain, il doit être câblé comme ça aussi. Et bon, après, enfin, les gens qui font de l'IMO, ils savent le travail qu'il y a derrière. Après, ouais, on peut pas parler c'est ça. à tout le monde. Et puis voilà, quoi. Mm, mm. Et je pense qu'on a quand même bien refroidi les gens pour se lancer dans l'IMO. Ah mince, Euh, c'est pas le but. pour ceux qui osent pas trop se lancer, tu leur dirais quoi quand même? Est-ce que tu leur dirais que c'est une belle aventure, qu'il faut le faire? Qu'est-ce que quelqu'un parce que on entend tout et son contraire. Donc toi, tu as ta propre expérience, tu auras ton propre avis Ouais. aussi par rapport à ça, mais un petit projet pour se lancer quand on a un CDI, qu'on veut faire un peu un side project, etc. Qu'est-ce que toi tu ferais aujourd'hui par rapport à ça? Déjà, moi, je pense qu'il ne faut pas se comparer avec les gens comme moi qui, c'est l'activité principale. Je fais des hauts rendements parce que je mets toute l'énergie, tout mon temps dessus. J'ai rien d'autre à côté. Donc, il ne faut pas vouloir avoir cet objectif si on est salarié, si on a une famille, etc. Donc, voilà. Après, pour faire un investissement qui potentiellement fera une rentrée d'argent à la retraite ou plus tard, je trouve que c'est quand même hyper intéressant de capitaliser en remboursant un crédit. Donc, moi, qu'est-ce que je ferais déjà si on n'a jamais acheté en immobilier quelque chose pour voir si ça nous plaît, de comprendre les problématiques, comment ça, tout le process d'achat, de travaux, mise en location, gestion, d'acheter un studio, quoi, un petit bien, de se faire la main sur un petit bien en nom propre, pas aller chercher la complexité à monter une société, etc. On achète un petit bien en nom propre et on fait tout le process et on voit si ça nous plaît, si ce genre de problématiques, on peut les gérer et après, on peut voir pour aller acheter un immeuble si on reste sur
des petites villes pour avoir plusieurs appartements en même temps. Mais il ne faut pas vouloir se lancer sur un trop gros projet dès le début, quoi. C'est risque de se planter et après de ne plus avoir de capacité d'endettement. Enfin, il ne faut pas faire n'importe quoi dès le début, je pense. Ouais, ce que j'allais dire, parce que si tu te lances mal, après, tu as ton taux d'honnêtement, le fait que tu n'aies pas fait une très bonne opération et tout, après, ça te flingue tout derrière, quoi. Tu peux plus Oui, rien faire, en fait. exactement. Les premiers sont assez décisifs aussi. Donc, le premier, vaut mieux faire un petit truc que si des fois, ce n'est pas aussi rentable que prévu, que ça n'a pas trop d'impact sur le reste. Parce que sinon, si ça empiète le taux d'endettement, on peut potentiellement ne plus pouvoir acheter sa résidence principale. Et c'est quand même dommage. Ouais, j'irais même jusqu'à dire, tu vois, avec les lois sur le DPE et tout, même si c'est en train de rechanger les choses, mais bon, tu achètes un petit bien qui est mal classé au niveau DPE, tu le retapes un peu, tu fais un petit refresh. Oui, Tu vois, si ça se passe bien ton projet, si ça se passe bien que tu as envie de continuer, tu revends ou tu continues si tu peux. Et si ça se passe mal, pareil, tu revends et puis tu arrêtes, quoi. Mais au moins, tu n'es pas ouais, coincé et tu es sur des petits montants aussi, quoi. Donc, exactement. je te rejoins sur le petit projet pour commencer. Puis après, de toute façon, la taille du projet, ça vient aussi de dans quelle ville tu investis, quoi. Parce que là, à Paris, en région parisienne, là où je suis, on est entre 8 et 14 000 du mètre carré. Donc, forcément, même un petit studio, tu vois, ça va valoir quand même assez cher. Ouais, Euh, et d'ailleurs, tu arrives à bien gérer ce côté où finalement, tu es investi sans rentrer dans les devs, mais tu es dans différentes villes qui sont peut-être pas trop loin les unes des autres, mais tu arrives à gérer ce fait que ça soit pas géographiquement tout au même endroit. oui. Oui, oui, après, bon, c'est pas très loin, donc si j'ai besoin, j'y vais. Et après, le but, c'est de plus en plus déléguer. C'est-à-dire que même les états des lieux d'entrée et de sortie, si j'ai besoin, je trouve toujours quelqu'un qui peut me le faire et que je paye à la prestation. L'idée, c'est ça, hein. Donc, au Et fur et à mesure, tu vois, je vais pas pouvoir gérer tout. Je délègue de plus en plus sur chaque projet. Et l'idée, c'est de plus faire grand-chose, à part, bien sûr, tu sais, faire les beaux, tout ce qui peut se faire à distance, ça me dérange pas de le faire, quoi. Après, un coup que tu as ta trame, tout ton process, tu as tes documents à portée de main, il n'y a plus grand-chose à changer. En 1 heure, tu as fait ton bail et tes mails pour contracter ton bail, quoi. c'est un truc sur lequel j'avais négligé au début, mais l'importance des process dans l'IMO, c'est-à-dire de ne pas Ouais, refaire deux fois la même chose. C'est-à-dire, une fois que tu as fait ton mail et tout, tu as un modèle quelque part, tu as tous tes mails à envoyer et tu t'embêtes pas à réécrire tout, etc. Et exactement. ça, c'est hyper important, je trouve, quand on structure, on néglige un peu cet aspect-là, je trouve. Ouais, c'est ça. Trop bien. Écoute, ça va peut-être redonner envie aux gens de faire de l'IMO. Moi, en fait, je parle pas mal de bourse aussi. L'IMO, je pense que ça reste vraiment un levier intéressant pour s'enrichir, pour créer une retraite, même s'enrichir sur le court terme. Si tu es volontaire et que tu as l'envie, comme toi, tu l'as fait et tout, je pense qu'on peut faire des grandes choses. Et le côté intéressant de l'IMO contre la bourse, c'est que la bourse, il faut du fonds propre sur lesquels tu vas mettre ton argent, tu vas investir. La banque ne te prêtera pas d'argent pour investir Ouais. en bourse. A contrario, tu as quand même un effet de levier qui n'est pas du tout négligeable sur l'immobilier. Et ça, si tu as envie de créer de la richesse, c'est quand même un des moyens les plus pratiques de le faire, quoi. Soulever de la Mm. dette tant que tu peux en soulever et puis rembourser ton crédit. Et puis en 10 ou 20 ans, tu as créé du patrimoine, quoi. Donc ça, je pense que c'est un bon conseil qu'on pourrait donner aux gens. Exactement. Trop bien. Et on va finir un petit peu ce podcast. Ça fait déjà longtemps qu'on parle, hein, il me semble. Ça fait 1 heure, hein. 1 heure Ça fait quelques, plus ouais. d'1 heure même. Ouais, 1 heure et quart finalement. Ouais. Euh, on va parler un peu du futur. Maintenant, on a parlé du passé, du présent, du futur. Alors, sans rentrer dans le détail, parce que je sais que c'est secret. Alors déjà, premier truc, si vous voulez suivre Sophie, si on veut te suivre, on va sur Instagram, non? C'est ça? Ouais, sur Instagram, c'est là que je publie pas mal de choses et que je vais, au fur et à mesure, dire mon prochain projet, dévoiler mon prochain projet. Voilà, donc ceux qui veulent savoir le prochain projet, c'est quoi le nom sur Insta? Freedompreneur, Sophie. Freedompreneur, ça a coupé. Ouais, Freedom, c'est écrit en bas de l'écran, mais je le Ouais, c'est remettrai dans écrit la là. description du podcast et comme ça permettra aussi aux gens de suivre ton prochain projet. Donc c'est un projet atypique, c'est secret, on ne rentre pas dans le détail.
Et après, tu prendras une pause? Après, je pense que je vais prendre une pause et l'idée après, ça serait que j'aimerais bien faire ma RP quand même. Enfin, une Ouais. maison, j'aimerais bien avoir une maison à un moment donné et faire un truc pour moi. Donc, je pense qu'ensuite, ça sera le prochain projet, trouver une maison à Bordeaux et la retaper, je pense. Ah, tu vas quand même la retaper. Bah, pour qu'elle soit comme j'ai envie aussi, je suis un peu Ah obligée, oui, hein. c'est vrai. Et La retaper ou la faire retaper, j'aurai quand même des artisans, mais bon, après, quand c'est pour toi, en voilà. plus, à Bordeaux, tu as des belles échoppes, tu as des beaux trucs à faire. Rien à voir, mais j'ai des amis qui ont acheté une belle échoppe à Bordeaux, justement. Ils ont fait un truc, ils ont rénové par eux-mêmes aussi. Ils ont fait un truc magnifique, quoi. Il y a vraiment ce côté à Bordeaux de belles pierres et tout. Je trouve Oui, c'est ça que j'aime bien dans cette ville. Bah, on en parlait avant, mais moi, si je bouge à un moment de la région parisienne, j'irai sûrement à Bordeaux. ouais, Pour ces raisons-là, entre autres, parce que le patrimoine immobilier est quand même très beau là-bas, je trouve. ouais, carrément là. C'est Je suis un, d'accord. c'est un petit Paris, en fait, Bordeaux. Oui. Cet aspect architecture, je trouve ça, c'est vraiment magnifique. Et ouais, donc RP, et puis peut-être à un moment, tu te reposes ou tu te vois encore vraiment multiplier les projets. Bah, je sais pas ce que la vie me réserve par la suite. Après, c'est clair que si j'ai du temps, je vais faire des projets IMO. Si j'ai envie de faire autre chose ou je sais pas, je peux pas te dire. Si tu avais un budget illimité, tu ferais quoi? Dans ton projet IMO, tu ferais un truc de ouf, tu ferais quoi? Sur un Un projet budget, IMO. genre, t'as pas de limite de budget, tu fais quoi? Je pense que ça me plairait beaucoup de faire un grand château de réception pour les événements, les Ouais. séminaires, ce qui se développe de plus en plus. Et il n'y en a pas énormément des lieux comme ça. Donc, tu sais, un gros château en pierre, pas très très loin de Bordeaux ou dans la zone, avec bien sûr tout ce qui est spa, avec des terrains de tennis, de toutes les activités possibles, pour voilà, des semaines complètes de séminaires, pour les mariages, pour les rassemblements de tout genre, quoi. Ouais, rénover. On en voit quelques comptes sur Insta, des gens qui ont acheté des vieux châteaux comme ça et qui les rénovent. C'est vrai qu'il y a la pierre de base qui a une âme qui est magnifique, quoi. Sur le truc à rénover, tu peux faire vraiment des trucs de ouf aussi. Bah, j'espère qu'à un moment, tu pourras faire ce type de projet, quoi. Et tu pourras même peut-être le mixer avec ta RP, tu prendras un petit bout du château, tu vois, et puis Ouais. ce sera bien. Bah, je sais pas si après, ça doit faire beaucoup de bruit, hein. L'idée, c'est que les gens ils viennent quand même s'amuser. Donc, si tu habites à côté, bon. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je sais pas je te laisse le mot de la fin, si tu as quelque chose à rajouter aux Et gens, de partager qu'est-ce quelque que je chose peux rajouter? de spécifique. Non, mais je peux rajouter, ouais, comme je disais, ben, l'immobilier, c'est pas facile. C'est possible, mais c'est comme tout, hein, faut se donner les moyens, faut s'investir. Après, on peut le faire de plein de façons. On peut le faire de façon beaucoup plus légère pour ben, avoir des rentes plus tard, dans 20 ans, quand c'est remboursé ou à la retraite. Mais oui, c'est clair que si on veut des résultats comme les miens, enfin, moi, en tout cas, ça m'a coûté beaucoup en temps et énergie. Là, je suis vraiment dans une période où c'est dur parce que je viens de finir un projet, ça ne fonctionne pas forcément. Donc, je ne suis pas forcément la plus positive. Peut-être que dans quelques mois, je serai plus positive sur ça. Mais c'est vrai qu'on prend des risques, on ne sait pas ce que ça va donner, on met beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Et au final, tant que ce n'est pas en exploitation, on ne sait pas en fait. Donc, c'est quand même des choses, des risques, de la responsabilité sur nos épaules qui sont considérables. Hmm. Ouais, non, mais, bah, tu as tout résumé. Et est-ce que tu te considères, parce que le podcast s'appelle Les Nouveaux Rentiers pour une raison, est-ce que tu te considères que tu es une nouvelle rentière de l'immobilier? Parce que, comme tu l'as dit au début de ce podcast, tu viens d'une famille d'agriculteurs, rien ne te prédisposait à tout ça. Moi, j'ai Non. commencé, j'avais 2000 euros sur un livret A, tu vois. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu es une rentière de l'IMO? Alors, si la définition de rentière, c'est percevoir des rentes, oui. Si la définition de rentier, c'est, je ne sais pas, comme souvent on a en tête quand on entend rentier, c'est de l'argent facile qui tombe je ne sais où. Ben non, c'est Hmm. faux.
Donc, je ne sais pas, tout dépend de la définition que chacun a. Pour moi, la définition de nouveau rentier, justement, c'est pour ça que j'ai mis nouveau, parce que je trouve que si on dit rentier tout seul, c'est un peu mal vu en France de dire, tu vois, je suis rentier. Et c'est pour ça que j'ai Ouais, voulu c'est mettre ça. ce terme nouveau, parce que pour moi, tu es un nouveau rentier si tu couvres alors, soit ton ancien salaire, soit tes charges fixes, quoi. Tu vois? Mmh. C'est ma définition d'être un nouveau rentier. Et du coup, si on met cette définition, tu penses que tu es rentière? Ah oui, ah ben Ok. largement, oui, oui, bien sûr. Donc je suis nouvelle rentière alors, avec ta Ok. définition. Hop. Non, mais c'est vrai que c'est ben, enfin, quand tu prends du recul sur tout ce que tu as fait et tout, tu te dis quand même, bah voilà, je crois qu'on a le même âge. Enfin, moi j'ai 38 ans, je sens qu'on a à peu près le même âge. Ouais, pareil. Euh, et du coup, tu te dis, bah, on n'a même pas 40 ans, on peut dire que qu'on bosse ou qu'on bosse pas quelque part, à un moment, bah, t'as tes charges fixes qui tombent, quoi. Et c'est quand même un confort, Mmh. et c'est pas de la chance, c'est du travail, mais quand tu atteins ce stade-là, c'est quand même un rêve quelque part que beaucoup de personnes n'arriveront jamais à réaliser dans leur vie. Et du coup, c'est quand même bien de Ouais. le mettre en valeur. Et c'est pour ça que je fais ces interviews aussi. C'est pour montrer aux gens que c'est possible quand tu mets l'énergie, comme tu as pu le mettre 14 mois dans un co-living sans savoir si le projet allait marcher ou tu vivais dedans et tout. Bah, tout le monde n'est Mmh, pas capable de faire ça. Mais ceux qui le font, bah, ils arrivent derrière à te dire, bah, voilà, moi, aujourd'hui, je vis de ces rentes-là, quoi. C'est beau. ouais, C'est pour ça que je voulais parler de tout ça aujourd'hui. d'accord. Euh, En tout cas, bah, merci beaucoup, Sophie. C'était un plaisir de t'avoir 2 ans après Ben, sur ce podcast. Et ah, bah, je te dis à bientôt. Peut-être qu'on refera un point dans 2 ans pour savoir où tu en es ouais, sur ton nouveau projet. avec plaisir, merci à toi. Ciao! Salut.